Il s'appelle Hervé Ndri. Il a été vendu comme esclave à 800 000 francs CFA au Koweït. C'était en 2015. Mais qu'est-ce qu'il a vécu? Comment il a vécu? Il a accepté de répondre à toutes ces questions dans cette interview. Alors dites-nous, Hervé, pourquoi êtes-vous parti à l'aventure? Je suis allé en aventure pour des raisons économiques. Il faut dire qu'avant que je ne parte, je travaillais. J'étais directeur d'une société coopérative qu'on appelle Skopka Koupabin, dans le département de Saint-Fra, plus précisément à Konofla. Avant même que je ne commence à travailler sur la coopérative, c'était un accord que j'ai signé avec l'employeur. Vu le salaire qu'il m'avait proposé, j'ai trouvé que c'était peu, mais il fallait que je fasse ce travail-là pour pouvoir s'occuper de la famille. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans avec la coopérative. C'est quand je suis venu à Abidjan en mission que je causais avec une connaissance. Il m'a dit, mais dans le temps, tu avais parlé d'un projet de voyage, est-ce que ça tient toujours? Et je lui ai dit oui. Il m'a dit, ok, ça tombe bien parce que là, je connais un monsieur qui a le poumon, qui fait voyager des gens. Et nous sommes allés discuter avec lui, il m'a proposé les pays où il fait partie des gens. Il m'a parlé de Qatar, il m'a parlé de Turquie, il m'a parlé d'autres pays encore. Donc j'ai opté pour le Qatar. Le Qatar, pourquoi? À cause des footballeurs ivoiriens qui évoluaient là-bas. Et très souvent les Ougoulmans chantaient leur nom quand ils arrivent. En tout cas, on sent vraiment qu'ils vivent au Qatar. Ils ont des moyens. Il m'a dit, je dois payer 2 millions pour le voyage. Et nous avons discuté. Et nous sommes arrêtés sur 1 700 000. Et les autres dépenses administratives, il fallait faire le passeport, faire les tests, des examens, tout ça. Donc j'ai engagé la procédure. Je regarde sur le document, le papier qu'il m'a présenté comme visa. Je vois le nom du Koweït. Et je lui ai dit, mais c'est plus Qatar, mais là je vois Koweït. Je ne connais même pas Koweït, je n'ai jamais entendu parler de Koweït. En tout cas, il m'a présenté le Koweït comme un Eldorado. De quelle année? Le 30 août. De quelle année? 2015, je sors pour la première fois hors de la Côte d'Ivoire. On prend la route de Mali. Vous faites 2 semaines à Bamako avec un frère du passeur. Qu'est-ce qui se passe le jour de votre départ à l'aéroport de Bamako? Il y a un policier qui appelle le second. Il lui demande, mais vous allez où? Il dit, on va au Koweït. Et il lui a demandé, Koweït, est-ce que vous connaissez bien le Koweït? Il a dit non. Il dit, mais apparemment, quand je vous vois, il me semble que vous êtes des gens bien, ça va chez vous. Parce qu'il a pris le passeport de l'autre, il a regardé dedans le travail qu'il faisait. Il dit, mais tu laisses ce travail-là, tu t'en vas au Koweït. Est-ce qu'on t'a bien expliqué le problème de Koweït? Il a dit non. Que ce que si on lui a dit que c'est un pays où ça va, il y a de l'argent, on peut se faire du sou. Il a dit, c'est un pays, franchement, où les Ivoiriens, les Africains sont maltraités. Que même les Maliens sont victimes de traite dans ce pays-là. Il y a d'autres même qui meurent. Il y a d'autres qui viennent avec des cicatrices. Il y a d'autres qui viennent chez eux sans rien. Et il a commencé à expliquer ce problème à mon second. Donc j'étais devant, je marchais. Je lui dis, mais tu attends quoi? Viens, on va partir. Et il m'interpelle. Il dit, Vécho, s'il te plaît, je vais te parler. Donc il vient vers moi et me dit, ah, le gars là, il m'a dit tout à l'heure que là où on va là, c'est pas bon. Hein.
Il dit, comment ça? Il dit, voilà ce qu'il m'a expliqué. Il dit, mais on fait comment? Là, on a déjà dépensé, on a préparé le voyage, nous sommes à un pas du vol. On fait comment? Il dit, ah mais Joe, on va aller, on va aller voir ce qui se passe vraiment. C'est ainsi que vous vous envolez vers la terre promise, le Koweït. Quelle a été votre surprise à l'arrivée? Le jour où nous arrivons au Koweït, à 2 h du matin, il y a un arabe qui vient avec son téléphone, il vient vers nous. Il me regarde, il dit, toi, c'est toi? Il dit oui. Il demande à l'autre, toi, c'est toi? Oui. Parce qu'avant de prendre le vol, le pasteur a pris nos photos et puis il a balancé. Donc c'est comme ça qu'il nous a identifiés, il nous prend maintenant, il nous envoie dans une maison inhabitée. À 2 h du matin, et il ferme la porte, il prend les clés, il s'en va. Et dans la maison, il faisait très chaud. C'est seulement le lendemain à 16 h que vous voyez le monsieur en question. Et quand il est venu, il a envoyé de la nourriture, du riz, du pain. Et il dit, mangez. Ici, là, il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture pour vous, vous allez manger. Ici, là, vous serez à l'aise. Vous allez prendre poids ici. Même quand vous allez retourner chez vous au pays, il serait difficile pour vous de rentrer dans vos maisons. Il y a de l'argent. Il dit, on était souriants comme ça. On se regarde. Après, on finit, il dit, là où vous allez travailler, si vous savez. On dit non. Il dit, ah, on va vous envoyer au désert. Où il y a les moutons, il y a les dromadaires. Il dit, aïe. On se regarde, mais on dit, c'est quelle affaire ça? Mon visage a changé. Il regarde l'autre, il dit, ah. Il me regarde. Il dit, non. Et votre espoir devient un désespoir. 18 h, il y a un autre qui vient. Il dit, montez. Il nous prend, il nous met dans son véhicule. On va seulement. Et on arrive quelque part, il gare. Il dit à mon second, là, il dit, descends. Que dirige-toi où il y a le monsieur qui est là-bas. Là. C'est ton patron. Prends ta valise, il faut aller vers lui. Le gars, il arrive, on le reçoit. Et le monsieur vient vers le chauffeur, il lui tend de l'argent, il prend, il met dans sa poche. Et c'est comme ça. Moi, mon tour est arrivé, c'était pareil, il dit, descends, il y a un véhicule qui est là, qui nous attend. Un véhicule 4x4, il y a un jeune qui est assis dedans. Il dit, prends ta valise, va vers lui. Je vais, et le mec il descend. Il va vers le monsieur, il lui donne encore de l'argent. C'est comme ça que vous retrouvez votre nouveau patron dans le désert? Je rentre dans une chambrette où il y a un Indien, c'était le chauffeur de la famille. Donc on était logés ensemble ce jour-là. C'est lui maintenant qui va m'expliquer que, ah, c'est pourquoi tu es venu là, on va t'envoyer au désert. Il dit, quelle histoire de désert même? C'est pas ce qu'on m'a dit là-bas. Il dit, non, c'est là-bas, tu as travaillé. Franchement, mes larmes ont commencé à couler. Pourquoi? Parce que je venais d'être trahi. C'est parce que le mec m'a dit au pays. Je viens d'être trahi. J'ai été dupé. Et mes larmes coulaient. Il me dit, bon, tu as un frère qui est au désert, je vais l'appeler. Il est togolais, il est comme toi. Tu vas causer avec lui. Donc il appelle le togolais au téléphone. Et le monsieur me demande, tu es ivoirien? Je dis oui. Tu es venu au Koweït? Je dis oui. Yo, tu es venu faire quoi au Koweït? Tu n'as pas appris qu'ici là, les gens nous maltraitent. Que moi-même je suis ici, là, on me frappe tous les jours. Mon grand garçon comme ça, j'ai femme au pays, j'ai enfant au pays. J'ai même enseigné au pays là-bas. On m'a menti que je viens travailler dans l'entreprise. On me jette dans des essais ici. On me bastonne, on me maltraite. Je ne mange pas. Je suis sale. Il a commencé à m'expliquer. Il dit, donc c'est dans ça là, moi je vais partir. Donc vers la fin, il me dit, yo, comme tu es venu, nous, on sera deux ici au moins. Nos peines avons, on va partager ensemble. Comment vous vous êtes senti à cet instant? Dites-moi. Il m'a soulagé, mais en même temps, je n'étais pas serein. Franchement, je n'ai pas pu supporter aussi. Et mes larmes coulaient. Le chauffeur a su que il fallait qu'il nous sépare là. Donc il a klaxonné, il dit viens, on va partir. Mais vous n'aviez pas d'autre choix que d'avancer? Donc on s'en va. Il me montre là où je vais rester. Il y avait un Indien qui est là, un Soudanais. Et je devrais rester avec eux, faire mon stage. Le stage consiste à faire quoi? S'occuper des bêtes. Les dromadaires, les moutons, tout ça là. Comment les soigner, comment les donner à manger, tout ça. Et
je devrais savoir préparer leur nourriture, le repas de là-bas. Donc il y a un Indien, c'est lui qui me montrait la cuisine, tous les petits boulots, c'est lui qui me montrait comment il faut faire. Maintenant, il fallait aussi apprendre à parler la langue arabe. Donc j'avais un agenda qui était là, c'est dans ça que j'écrivais les choses et j'apprenais un peu. Quand je finis de travailler, puis je commence à apprendre à parler la langue. Donc quand mon patron, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé chez son père là-bas pour aller apprendre à faire tout ça, s'il constate que tout va bien, il va m'envoyer maintenant chez lui. Le stage réussi, vous êtes affecté à votre nouveau poste. Pour combien travaillez-vous? Il attend le mois fini, je lui rappelle, il me dit plus jamais ça. Le jour où tu me parles de salaire encore, je te tue. Il dit quoi? Il dit le jour où tu me parles du salaire encore, je te tue. Il dit j'ai la famille au pays là-bas. J'ai femme, j'ai enfant. Il dit je m'en fiche, femme, enfant, toi-même, je m'en fiche parce que tu n'es pas cohésien. Tu n'es pas mon frère. Je te dis ici là, si tu t'amuses là, je vais t'abattre. Ou je te vends à quelqu'un d'autre pour avoir de l'argent. Parce qu'il vous a acheté? Parce que je t'ai acheté à 450 dinars. Voire 800 000. Il dit, tu m'as acheté? Il dit, oui, je t'ai acheté. Il dit, non. Que moi-même, pour venir ici, là, j'ai dépensé. Celui qui m'envoie là, je lui ai donné de l'argent pour que je vienne. Il dit, ah, lui aussi, il a payé l'argent. Donc, il fait de moi ce qu'il veut. Et donc, c'est à ce moment précis que vous apprenez que vous êtes esclave, son esclave? Je commence à travailler entre 5 h jusqu'à 2 h du matin. Je tourne dans le sable, dans le désert. Je continue à donner de quoi manger aux animaux. Tant que lui il est là, il ne veut pas me voir. De toute façon, je suis assis comme ça là. Il ne veut pas me voir assis. Donc, s'il est assis là, je dois chauffer son thé, café, tout ça, qu'on appelle chai kawa, pour lui donner. Il boit jusqu'à arriver au milieu. Ça ne refroidit pas. Il dit, il faut verser ça, va préparer encore autre pour m'envoyer. Ça ne veut pas te voir être tranquille, assis pour te reposer. C'est pas normal. Donc, c'est comme ça que je souffrais. Et la partie même où vraiment j'ai senti qu'ils étaient prêts à tout faire, c'est le jour où ils m'ont poursuivi avec leur véhicule 4x4. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je ne me sentais plus. La santé, tout cela. Et je me plaignais de douleur. On m'a envoyé à l'hôpital quand je suis tombé. Et j'arrive, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. J'arrive le même jour, on dit d'aller travailler, de soulever les sacs, aller donner de quoi manger aux bêtes, tout ça. Franchement, ça ne m'a pas plu. Et j'ai commencé à me révolter. Et de cette révolte, vous frôlez la mort? Un jour, j'étais là, je travaillais, et puis il a commencé à rafaler. Il rafale et puis il m'appelle Tal, Tal. Comme si quelqu'un qui venait de prendre drogue. Choub, on t'a buté, tu en ta morte. Même quand il tirait là, sa femme était dans la tente et puis elle est sortie. Elle a eu peur, elle dit mais il y a quoi? Il y a quoi? Donc, elle voyait son mari trembler comme ça. Mais elle ne pouvait rien dire là. Elle dit, tu vois les balles, comment ça traverse la carrosserie du véhicule là? Elle dit oui. Elle dit, t'as mis, je mets le plomb là sur toi. Elle dit, je mets, pistolet là, je mets arme là sur toi, je tire sur toi. I want help. Chien, va travailler. J'étais plus en moi-même. Je tremble comme ça. Mais le jour où ils ont pris les 4x4, là c'était son papa lui-même. Il allait lui dire que mon type là ne veut plus travailler, qu'il est seul, il est fatigué, tout ça. Donc le monsieur, pour moi, il venait régler le problème. Là, il est venu pour me tuer. Et j'étais là et puis il prend. Il y a une voix même qui m'a dit d'ailleurs, le monsieur là, il ne faut pas t'approcher de lui, il va te faire quelque chose. Effectivement, il a enlevé sa vierge, la canne là, ça venait sur mon front. Et j'ai feinté. Il dit pourquoi? Lui veut me taper, puis je ne m'arrête pas là pour qu'il me tape. Moi, ces moutons là sont mieux que moi, ces animaux sont mieux que moi. Ce qu'il veut faire là, il faut que je m'arrête là, il va faire. Il dit, ah bon, il dit, donc je vois le gars passer vitesse. Il va derrière, mais il vient sur moi avec le véhicule. Donc j'ai fui, je suis allé me mettre derrière un conteneur. Il crie comme ça, il dit, pourquoi lui veut me tuer, puis moi je fuis. Je fuis pourquoi? De venir, il va me tuer. Je suis sorti, je suis venu m'arrêter, il passe vitesse 2 fois, il dit, ah, même si vous voulez me tuer là, peut-être vous allez m'attacher, vous allez me tuer ou bien vous allez tirer sur moi. Mais je ne peux pas m'arrêter. Et puis vous allez prendre une voiture pour marcher sur moi, ça c'est pas possible. Donc il tremblait comme ça. Et il m'a mis en garde. Il dit aujourd'hui là, je suis venu te dire que faut t'apprêter. La prochaine fois, quand je vais entendre que tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire tes travail, là je viens pour te tuer.
Sans attendre une prochaine fois, vous avez pris la poudre d'escampette sans vos papiers. Le papier était avec eux. Ça, c'est la moindre des choses. Quand tu arrives, la première des choses, ils prennent sur toi, ce sont tes papiers, ton passeport, ils bloquent. Là, maintenant, quand ils te maltraitent, là, si tu veux, il faut fuir. Tu deviens sans papier. Donc, quand j'ai expliqué, moi, mes déboires, elle a dit tout. Ça, là, je vais parler, j'ai créé un groupe WhatsApp, je vais parler de ça. On voit ce qu'on peut faire pour toi. Donc, quand il a expliqué mon cas dans le groupe, il y a l'attaché du protocole de l'ambassade de Centrafrique qui était dans le groupe, qui a fait un audio pour dire, dites à mon frère, Ndri, je ne le connais pas, mais là où il est vraiment en danger, si ça m'amuse, je vais le tuer. Car déjà, prendre toutes ces mesures, comment il va faire, s'arranger pour quitter les lieux là. Dès maintenant, il faut qu'il s'apprête. Mais je ne connais pas le pays, je fais comment pour fuir. Je suis dans le désert, je ne sais même pas là où je suis. Comment vous faites alors? Il attendait le jour où son patron aussi ne sera pas là. Il va prendre la voiture. Leur voiture, parce que lui, il était chauffeur. Il va prendre la voiture pour aller me chercher. Donc c'est comme ça qu'on a fait le programme. Je m'apprêtais maintenant à quitter les lieux. Ces derniers temps, tout ce qui s'est passé là, peut-être c'est maman, les gens là voulaient. Deux fois, mais ils viennent 15, 20. Quand ils viennent, on dit de préparer, ils vont manger. Ils laissent la nourriture en ville là-bas, et puis ils viennent dans le dernier, il faut préparer, je prépare. Quand tu finis, on dit, il faut aller faire ça. Je tourne sur moi dans le sable là. Pas de repos. 24 sur 24, tu tournes. Et c'est comment au Koweït? Comme un robot. C'est le désert. Il fait très chaud quand il veut faire chaud. Il fait froid aussi quand la fraîcheur arrive. Les deux sont à l'extrême. Et c'est comme ça que je tourne. Mais quand il a dit tu es fatigué, ça ne va pas. Il dit il ne peut pas s'imaginer qu'un homme peut être fatigué. C'est les gens, ils ne travaillent pas. Il prend son temps. La journée, il dort. La nuit, là, c'est maintenant, il fait jour chez eux. Ils vont boire leur thé qu'on appelle Taïgawa. Ils vont faire Dawania, ils sont assis. 20 personnes, 15 personnes sont dans les boubous, là, ils sont assis là. Manger, boire thé, manger, boire thé. Aujourd'hui, là, moi, je ne dors pas ici. Et après, ils ont envoyé un Soudanais. Lui, il était comme un vigile, un gardien. Si je dois fuir, lui, il va les appeler. Donc, comment faire pour quitter les lieux? J'ai envoyé la position par GPS aux jeunes qui devraient aller me chercher. Malheureusement, le jour où j'ai décidé de fuir, j'avais un téléphone Android que je prenais pour vous faire tous ces trucs-là. Le téléphone était à plat. J'ai pris mon petit sac où se trouvaient mes documents. Mais les autres documents, diplômes et puis trucs, tout ça là. Donc j'ai pris et puis je suis sorti. Quand je suis sorti, il y a une voix qui me dit tu viens de signer ton arrêt de mort. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Parce que là où tu es sorti avec valise, tout ça là, dis-toi que tu es en danger. Si ceux-là te prennent là, tu ne vas pas survivre. J'ai dit, je commence à courir avec valise là. Donc j'arrive dans un endroit où se trouvent les passages, ils ont mis des tuyaux où ils vont faire des installations pour le gaz ou bien le pétrole, tout ça là. Quand je vois la voiture, là, je rentre dans les tunnels là, puis je me cache. Comme ça, jusqu'à il fallait faire quitter le secteur au moins à 2 km, 3 km, et puis les amis là viennent me chercher là. À un moment donné, ils ont dit, ah vraiment, c'est compliqué. Que tout ce qu'on peut te conseiller, dirige-toi où il y a la lumière. Donc c'est comme ça, j'ai pris la marche dans le désert. Tu vois, il y a d'autres Koweïtiens parce que quand il fait frais, eux, ils aiment cette période-là. Puis ils se retrouvent dans le désert. Pour aller, c'est comme de toute façon, nous on va à la plage ici, là. Eux, ils se retrouvent dans le désert. Toute la nuit, tu les vois, ils sont là-bas avec des chiens, tout ça là. Par où je devrais passer, la fois que je dois passer là. Je vois les tentes ici, je vois les chiens qui aboyaient, des véhicules qui étaient garés partout. Donc vraiment, c'était compliqué. J'avais peur pendant que je faisais ça. À un moment donné, j'étais fatigué. J'ai dit ça, il faut que je jette la valise. Donc j'ai jeté ma valise, était remplie d'habits, tout ce que... J'arrive maintenant où il se trouve la grande voie, une autoroute. Et j'appelle les amis, je dis, ah, je suis arrivé dans tel secteur, dans tel coin. Ils me disent, bon, ok, on est dans tel coin, on va faire un mouvement vers toi. Donc c'est à travers feu de détresse, je l'ai vu de l'autre côté de la rue, il dit, je viens de voir un véhicule tel marque, c'est vous? Il dit, oui. Il dit, Dieu merci, je suis tel côté, allez-y tourner. C'est comme ça qu'ils sont venus garer. J'ai fait 3 jours là-bas dans sa maison. J'ai dit, mais nous sommes en étranger, je ne peux pas rester enfermé ici, il faut que je sorte pour aller chercher du boulot.
Vous allez faire un passage éclair dans un nouveau travail dans lequel vous allez démissionner. Il a parlé de moi à son patron. Donc c'est comme ça qu'on m'a trouvé un autre boulot qui est agent de sécurité. Le premier jour on m'engage dans la boîte, on m'envoie dans un hypermarché. Et j'étais là, je vois les gens défiler, puis il y a un mec qui est en boubou. Par là-bas, la police, ils ne sont pas obligés de porter leur uniforme. Ils peuvent porter boubou là et puis je promène. Je vois le mec qui s'approche et puis me demande je viens de quel pays, mon nom, tout ça. Donc j'étais obligé de donner des fausses identités. Et il dit non, je viens de Ghana, je m'appelle Vecho, tout ça là. Pour ne pas que le gars puisse m'identifier, tout ça. Il m'a dit tu travaillais où quand tu es arrivé ici? Il dit il était agent de sécurité. Il dit tu es sûr? J'ai dit oui. Tu es sûr? J'ai dit oui. Ah, c'est quel type ça là? Donc quand il a fini de faire ça, je suis allé voir mon chef. Et lui il dit je ne travaille plus. Il dit il y a quoi? Il dit les gens sont en train de mener les enquêtes. Il y a un qui est venu me questionner tout à l'heure là, moi je ne peux plus rester ici. Mais finalement, vous vous retrouvez en prison. J'ai fait la nuit, j'ai presque fait un mois à la veille où on devrait recevoir nos salaires là. Je venais du boulot, la compagnie a envoyé son véhicule aller nous chercher. Voilà un policier qui était déjà là. Il dit présentez vos pièces. Je n'ai aucun document. Donc on m'a fait descendre. On se retrouve au commissariat. Le commissariat on nous envoie à la déportation. Et on arrive à la déportation, on était dans un grand bâtiment, plus de 300, 400 personnes même, on était enfermés. Donc les jours passent, les semaines passent. Et là-bas, il n'y a pas d'espoir pour vous. Donc je vais maintenant vers la grille et puis je vois un policier passer, je l'appelle et dis viens. Le policier s'approche, j'explique mon problème. Il dit donne le numéro de ton patron. Il appelle mon employeur. Il refuse de venir, il refuse d'envoyer mon passeport, mes documents. Le premier employeur? Oui. Donc le gars maintenant me dit, le policier là me dit, si il te fait sortir d'ici, tu peux aller travailler au désert. Là, mon patron est en train de négocier avec lui. Pour qu'on me fasse sortir, je vais venir au désert. Là, c'est pour aller me tuer. Parce que quand moi j'ai fui là, le jeune Togolais là, après eux ils ont déménagé. Mais quand j'ai fui, quelques temps après, lui aussi ils ont failli l'assassiner. Au moins trois bons garçons. Ils sont allés le frapper. Il saignait comme ça. Les gourdins qu'on prenait le frapper avaient pointe dessus. Donc on lui tapait n'importe comment. Et qu'est-ce qui vous sauve en prison? Et là encore, le mec négocie avec le policier pour qu'on m'envoie au désert. Il dit pas question. Que je retourne chez moi. Le policier me demande, il dit chez toi, c'est où? Il dit Côte d'Ivoire. Il dit Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, lui ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit Sarlahadj, Sarlahadj. Il dit Sarlahadj, Sarlahadj. Azamafi Maloum, lui ne connaît pas Sarlahadj. Sarlahadj? Sarlahadj, Côte d'Ivoire. Il dit il ne connaît pas Sarlahadj. Il a dit mais vous connaissez Drogba? Il a tiré son coup, Drogba. C'est comme ça lui l'appelle. Drogba. Antabila, ça va, Drogba. Vous venez du même pays? Il dit oui. Ah, Drogba, Azanafal, Koura et Chelsea. Il dit oui. Il dit Kalas. Mafi Mouchki, Kalas. Allez-ro. C'est comme ça qu'il a ouvert le portail là. Qu'est-ce qu'il a dit en arabe? Il dit c'est fini, il faut sortir. Il demande, il dit Drogba, vous venez du même pays? Antabila, ça va, Drogba? Il dit oui. Il dit Kalas Mafi Mouchki. Il dit c'est fini, il n'y a pas de problème, il faut sortir. Drogba qui joue ballon, Chelsea là, il dit oui, il dit Kalas, il faut sortir. Mafi Mouchki, il n'y a pas de problème, il faut sortir. Non, il m'a fait sortir. Là, ils ont commencé à remplir mes formalités, sans aucun papier, sans... C'est-à-dire que ce mec-là, le Drogba, son nom maintenant devient comme un passeport. Et là, ils ont commencé à m'enregistrer. Quand je vais, je franchis première étape, il y a un problème net. Au même moment, le même monsieur, il s'est gratté, il sort. Et puis il me demande, Drogba, je suis mouchkil, il y a quel problème? Il dit, bah, fille mouchkil, il y a problème. Il dit, ma fille mouchkil, il n'y a pas de problème. Et quand il rentre, il sort là, et Drogba avance. C'est comme ça ils ont fait, ils ont enregistré tous mes papiers. Ils ont fait mon dossier. Et là, maintenant, on nous fait changer de cellule. Mais vous restez quand même en prison pendant 2 mois. Je suis allé me mettre dans la douche, dans les toilettes. Et j'appelle le secrétaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire, il décroche. J'explique mes problèmes. Je demande si l'ambassade de Nigeria l'a appelé, il dit non. L'ambassade de Nigeria ne vous a pas expliqué qu'il y a un Ivoirien qui est enfermé ici, il dit non. Donc je lui explique mon problème, il dit bon ok, je vais enregistrer et on va faire un laisser-passer, on va envoyer. Donc c'est comme ça, j'ai eu le laisser-passer à un étudiant qui fait école coranique,
C'est pas lui quand l'ambassade fait, et puis on dépose, et puis s'en retire à DHL. Donc c'est comme ça, il allait déposer. Donc un jour j'étais là, on dit Drogba, il y a quelqu'un qui est là, il veut te voir. Je vais, voici le jeune. Il dit, je suis venu déposer, t'en laisser passer. J'ai demandé au directeur de la déportation. À prison, ils ont dit que toi, tu n'as pas de problème, ton dossier est prêt. Donc tu peux voyager à n'importe quel moment. Et votre famille dans tout ça, est-ce qu'elle est informée de tout ce que vous viviez? La famille ne savait pas. Il y a des fois, je pleure pour me consoler. Il y a des fois, vraiment, quand les pensées viennent comme ça, ça me fatiguait. Donc je traversais vraiment un moment. C'est vrai que grâce au nom de Drogba, les gens m'appelaient à gauche, à droite. Viens, tiens ça, machin, tout ça pour manger. Finalement, c'est vers Dieu que vous retournez pour que cette situation se décante. Un jour, j'ai pris une décision, un mercredi. Je dis, je suis fatigué, il faut que je quitte celui-là. Et j'ai pris un moment de jeûne et j'ai commencé à prier. J'ai prié le soir. Je romps le jeûne. Je dis, dans ma prière, je dis comme ça que Dieu, vraiment, je suis fatigué. Et c'est pas si ma présence ici, ça doit apporter quelque chose dans mon pays. Mais franchement, là où je suis fatigué. Il faut m'aider à retourner. Que d'ici dimanche, moi je retourne en Côte d'Ivoire. Dimanche, je sais que tu peux faire. Mon papier à l'heure là où je prie là, je vois mon papier, ça est dans le tiroir là. Donc ça veut dire que le directeur a oublié. Dis-lui pendant que je parle, quand le levé va déposer sur le bureau, il signe mon document. Dimanche, je retourne en Côte d'Ivoire. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, on m'appelle. Je suis là, j'entends mon nom. Drogba, vers le portail. Safa, tu voyages, tu t'en vas au pays. On vient m'informer. Et dit à l'instant T, j'étais tellement heureux. Je suis allé, j'ai soulevé mes petits trucs, puisque j'ai jeté ma valise. J'ai jeté. Donc j'étais là, j'arrive vers le portail, celui qui est venu m'informer dit, tu as connu un mec ici. Il vient de quel pays là même? Le pays là, c'est en Afrique ici là. Ils sont vers l'île Maurice, Madagascar. Il dit, il y a un jeune malgache. Il dit qu'il est rentré ici là. Tu es son ami. Tu es devenu son ami, en tout cas, tu l'as beaucoup aidé. Il a laissé une valise pour toi. Il m'a dit, dis-toi, c'est parce que tu es mon gars, j'aime ton affaire. Sinon ça là, nous on prend. Mais je t'informe moi-même que ça est en bas. Une grande valise. Il a réservé ça pour toi. Il dit, tu peux prendre tout ce qui est dedans là. Pour prendre, tu vas au payer avec. Donc c'est comme ça, je descends. Fini de remplir les formalités, tout ça. J'arrive, voilà la valise. C'était plus grande que pour moi ce que j'avais. Et puis j'ai jeté. Et quand vous arrivez en Côte d'Ivoire? Et j'arrive en Côte d'Ivoire en avril. Quelle année? 2016. Vous avez vécu combien de temps là-bas? J'ai fait 6 mois. 6 mois? Tout ça en 6 mois? J'ai fait 6 mois. On peut dire que vous avez eu beaucoup de chance. Et dites-moi, Hervé, quand l'avion atterrit, comment vous vous sentez? J'arrive à Abidjan, j'ai d'abord prié. J'ai dit merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Je suis arrivé chez moi. J'ai eu un soulagement. J'ai eu un soulagement. Et j'étais vraiment rempli de joie, ému de joie. Pourquoi? Parce que là, je viens de sortir. Pour moi, je viens de sortir de l'enfer. Et je suis arrivé dans mon paradis. Je suis arrivé chez moi, ma terre natale, là. Je venais d'être délivré, libéré, sorti vraiment de l'enfer. J'étais tout heureux. Après, on dit la police est venue te chercher. Je dis quoi? La police encore? Je sors dans les histoires de police, j'arrive chez moi encore. Non, mais là, attends, il y a quel problème? Quand ils m'ont interrogé, le capitaine dit non, ce problème nous dépasse, nous tous. Et on va appeler le commissaire. Le commissaire est venu lui-même, m'a interrogé. Quand il a fini par, il dit non, c'est trop fort, lui va m'envoyer à la DST. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Qu'est-ce qu'il y a de louche dans cette histoire? Non, au fait, il s'étonne qu'un Ivoirien soit traité de cette manière. Donc, soit mon interrogation va les aider à tracer demain si l'État de Côte d'Ivoire décide de mener vraiment la lutte contre ce trafic-là. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à la DST et ils m'ont interrogé. C'est vers 22h, on m'a libéré, je suis rentré. Est-ce que quelqu'un vous attendait à l'aéroport? Oui, il y a la maman de mon second, là, mon ami, là. Moi, je suis venu avant lui. Il a dit à sa maman qu'il y a mon frère, là, qui vient. Il faut l'héberger d'abord chez nous à la maison. Donc, je suis arrivé, sa maman m'a accueilli, tout ça, son papa.
Mais ils m'ont dit une chose, tout ce que tu as vécu là-bas, là, il ne faut même pas dire, son papa va entendre, sinon il va piquer une crise. Parce que lui aussi traversait la même situation. Donc j'ai caché à son papa, mais sa maman savait tout. Et quand vous retrouvez vos parents? Et moi maintenant, j'arrive en famille, franchement, j'ai retrouvé la famille. J'étais content. J'étais content. Et tout ce que le pasteur leur disait, sinon votre frère avait gâté, le Bouchoumani il avait gâté. Et le pasteur dans tout ça? Lui, il appelle les parents. Il leur dit non, que moi, je ne vais pas travailler. Qui, le pasteur? Oui, le pasteur. Or, moi aussi, quand je l'appelle au départ, il me mettait en confiance. Or, il savait ce qu'il était en train de préparer. Il y avait celui qui est ici, puis au Mali. Donc, il jouait le jeu. Et celui qui est ici, il raconte autre chose à mes parents, que non, le gars, il ne veut pas travailler, il ne veut pas faire ceci, cela, qu'on lui dit de faire ça, il veut gâter nos mouvements, c'est comme si, c'est comme ça. C'est quand je suis arrivé, ils ont eu la vraie version. Donc, le mec, il apprend que je suis arrivé. Il lui a dit, si j'arrive en Côte d'Ivoire, lui va dormir en prison. Donc, il a commencé à négocier. Quand il a su que je suis arrivé, il a commencé à négocier avec mon grand frère. Vraiment, il me propose d'aller au Maroc. Il va se racheter. Il dit, pas question. Où je suis arrivé, je ne bouge plus. Et vous êtes de retour au pays. Comment est-ce que vous parvenez à vous réintégrer? Ça n'a pas été facile. J'ai traversé une période vraiment amère encore quand je suis retourné en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de boulot, parce qu'il a démissionné de l'autre côté avant de partir. Et c'était difficile. C'est un ami, père et son âme. Il est mort dernièrement. C'est à lui, quand j'ai expliqué mon problème, il a dit, ah, ok. Et il a trouvé, oui, en ce moment, lui, il était infirmier dans une entreprise à la zone. Donc c'est comme ça. Il a dit, envoie tes dossiers. Et il a lutté, on m'a pris là-bas. Quand les 11 mois de contrat sont finis. Et c'est là qu'il y a une entreprise aussi. On a fait connaissance et puis m'ont recruté. J'étais responsable commercial. Et à quel moment vous commencez à faire de la location de vaisselle? Bon, location de vaisselle, il faut dire que c'est depuis cette année que j'ai commencé. Le peu que j'ai gagné, j'ai commencé à me préparer, payer mes trucs. Donc aujourd'hui, ça m'a permis de créer ma petite structure qui est là, ce que vous voyez. Je fais location de vaisselle. J'ai même d'autres trucs encore dedans, c'est pas tout qui est là. Il y a encore d'autres verres et les assiettes. Il y en a plusieurs dedans là-bas. Donc je fais la location quand les gens ont besoin de faire des cérémonies, mariage, baptême, anniversaire et autres. Ils ont besoin de louer ça. Voilà, je fais louer ça. Et ça me permet de vivre, de payer ma maison. Hervé, si vous deviez comparer vos deux vies, celle que vous vivez aujourd'hui et celle vécue dans le Golfe au Koweït. Oui, il n'y a pas de comparaison. Parce que d'abord, le paradis même, c'est chez soi. Et je dis en un seul mot, être esclave et être libre, indépendant, c'est incomparable. Donc, où je suis là, je suis tranquille. Voilà, je suis mon propre patron. Je gère mes affaires. Alors que de l'autre côté, j'étais prisonnier, j'étais esclave. Dit au XXIe siècle, un être humain que je t'ai acheté à 450 dinars, c'est pas moi qui l'a injurié, mais c'est toute une nation qui l'a injurié. Donc, je ne peux même pas conseiller quelqu'un. Vous voulez pleurer? Non. Je suis déjà mu d'esprit avec l'expérience que j'ai vécue. Donc, si je dois pleurer pour ceux qui vivent actuellement dans la même situation que moi, dans le Golfe, au Koweït, dans le Maghreb et un peu partout, en Libye et autres. On va pour le mieux-être. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire que c'est un mythe. On nous explique que arrivé là-bas, tu seras riche. Arrivé là-bas, tu seras autonome. Arrivé là-bas, tu vas avoir l'argent. Mais c'est un mythe. Tout ce qu'on nous fait, on raconte, on nous vend du rêve au fait. La migration irrégulière aujourd'hui a endeuillé beaucoup de familles. La migration irrégulière aujourd'hui a emprisonné beaucoup de jeunes qui ont perdu leur sens de vivre dans des prisons. Beaucoup ont été violés. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Aujourd'hui, l'expérience que moi j'ai vécue dans le Golfe au Koweït,
Ça m'a permis de savoir que mon pays n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire, parmi tant de pays dans le monde entier, c'est l'un des pays, l'un des meilleurs pays au monde. Tantôt, on entend dire, oui, c'est un pays xénophobe. Je dis, vous ne connaissez pas des pays où on dit xénophobie ou bien qui sont xénophobes. Allez-y dans le Golfe, allez-y dans le Maghreb. En Côte d'Ivoire, les étrangers sont mieux traités. Hervé Ndri, si c'était à refaire? Je dirais non. Parce que je suis allé, ce n'est pas ignorance. Aujourd'hui, j'ai les yeux ouverts. Je sais ce que c'est que émigrer dans un autre pays. Donc, je ne peux pas tenter cette mésaventure encore. C'est bien beau. On peut voyager, mais dorénavant, si je dois aller dans un pays, moi-même, là, je me déplace à aller dans l'ambassade pour me renseigner, pour voir les conditions qui m'attendent là-bas avant de m'engager. Je ne peux plus faire une immigration où je suis à la maison, c'est quelqu'un qui vient me donner le visa. Moi-même, personnellement, je vais faire des démarches pour être mieux informé. Et à la suite de tout ce que vous avez vécu, vous décidez de créer une ONG. Oui, c'est à la suite de tout ce que j'ai vécu parce que je ne peux pas m'asseoir, fermer ma bouche, fermer mes yeux. Pendant ce temps, la jeunesse continue d'y aller et subit encore le même sort que moi. Donc j'ai décidé de mener cette bataille et je pense que, Dieu merci, on a quand même sauvé plusieurs vies. Libérer des prisonniers dans les autres pays, rien que pour intervenir, appeler seulement et on donne des directives et puis ces personnes sont libérées. Je pense que c'est un combat noble. Merci. À travers cette histoire de notre frère ivoirien qui a pensé voyager au Koweït dans l'espoir d'une vie meilleure, on se rend compte que parfois on est mieux, on se sent mieux chez soi qu'ailleurs et qu'il faille investir en soi-même pour réussir et s'épanouir. De nos jours, il ne sert plus à rien d'espérer une vie meilleure à l'étranger parce que parfois, beaucoup de gens nous vendent du rêve, de l'utopie ou des réalités qui n'existent pas dans la vraie vie. Cette histoire nous sert de leçon et nous témoigne encore une fois que il faut œuvrer sur soi-même, il faut se battre, il faut parfois penser que le meilleur réside là où on vit, là où on est et non ailleurs. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire selon vous? Est-ce que il est toujours intéressant de voyager à l'extérieur tout en ne sachant pas réellement ce qui nous attend? Ici, je parle de l'immigration clandestine ou de l'immigration irrégulière. Quand bien même, en ce qui concerne l'immigration régulière, il est important de prendre soin de se renseigner, d'avoir des informations fiables avant de s'embarquer dans l'aventure. À la prochaine vidéo, abonnez-vous, likez, partagez et dites-moi en commentaire votre ressenti.